En 2024, la Terre a été rejointe par une mini-lune qui a orbité autour de notre planète pendant 2 mois. Elle est restée un moment, a accompli quelques tours, puis, comme tout invité courtois, elle est repartie. Elle a repris son chemin autour du Soleil. Cependant, les astronomes indiquent à présent qu'un autre rocher accompagne la Terre non pas depuis quelques semaines, mais depuis 60 ans. C'est un phénomène rare et singulier, désormais qualifié de quasi-lune. Mais que signifie exactement ce terme? S'agit-il d'un satellite de secours? À la différence de notre Lune, à la fois mystérieuse et fascinante, qui éclaire nos nuits et affecte les loups-garous, une quasi-lune ne gravite pas autour de la Terre. Elle suit plutôt une orbite autour du Soleil, en quasi-parfaite synchronisation avec nous, comme un coureur qui effectue un marathon à votre rythme. L'espace n'est calme qu'en apparence. En vérité, il est plutôt chaotique. Le Soleil, la Lune, la Terre et même les autres planètes s'attirent constamment, tout comme les petits corps célestes tels que ces rochers. La plupart des astéroïdes ne peuvent maintenir cet équilibre fragile longtemps. Ils sont soit dérivés vers une nouvelle orbite, soit attirés vers la Terre, soit projetés dans l'immensité de l'espace. Voilà pourquoi il est rare d'en observer plus d'un ou deux simultanément. La plupart ne peuvent conserver cet équilibre. Ils font partie d'une famille plus vaste appelée les co-orbitaux. En réalité, les astronomes les classent en différents types selon leurs mouvements relatifs à la Terre. Mais contrairement à la véritable Lune, qui nous accompagne depuis les origines, ces visiteurs ne restent pas éternellement à nos côtés. Certains nous accompagnent pendant quelques décennies, d'autres pendant plusieurs siècles, avant de s'éloigner sous l'effet de la gravité d'un autre corps céleste. Un peu comme un chien qui file chez le voisin après avoir perçu l'odeur du bacon. Une autre caractéristique des quasi-lunes est leur taille. La plupart sont minuscules, à l'échelle d'un bâtiment, voire plus petites encore. Elles sont si peu lumineuses qu'elles peuvent se cacher parmi les étoiles. Pourtant, elles demeurent importantes. En les étudiant, les astronomes apprennent comment se déplacent les petits objets proches de la Terre et combien de temps ils peuvent rester captifs de sa gravité. Les quasi-lunes se trouvent plus proches que d'autres astéroïdes sur la même trajectoire, ce qui faciliterait leur accès. Un jour, elles pourraient servir de tremplin dans l'exploration spatiale. La Terre a déjà eu quelques-uns de ses compagnons, comme 2016 HO3, surnommé le compagnon permanent de la Terre. Il ne mesure qu'environ 90 mètres, mais suit notre rythme depuis près de 100 ans et pourrait continuer encore plusieurs siècles. Mais qu'en est-il du plus récemment découvert? Les chercheurs l'ont baptisé 2025 PN7. Comme nous l'avons dit, il se trouve avec nous depuis 60 ans et devrait rester à nos côtés encore environ 68 ans. Il est passé longtemps inaperçu en raison de sa taille extrêmement réduite, à peine 19 mètres de diamètre, soit à peu près la longueur d'une piste de bowling. Cela répond à la question de savoir si vous pourriez l'apercevoir vous-même, quand bien même vous sauriez précisément où regarder. Son histoire demeure quelque peu mystérieuse. Les astronomes n'ont pas encore déterminé sa composition. Pour l'instant, la seule chose que nous connaissions avec certitude est sa trajectoire. Certains quasi-lunes ne sont que des astéroïdes proches de la Terre tombés dans une orbite idéale, tandis que d'autres semblent être des fragments de la Lune elle-même. Par exemple, Kamo-Alewa, une autre quasi-lune, reflète la lumière presque de la même façon que les roches lunaires rapportées lors des missions Apollo. Pour cette raison, certains chercheurs pensent qu'il pourrait provenir d'un ancien impact massif. Il y a également 2024 PT5, une mini-lune temporaire, découverte à la fin de l'an dernier. Son étude révèle une surface ressemblant à du basalte lunaire, suggérant qu'elle proviendrait probablement de la Lune. Alors, comment ces quasi-lunes parviennent-elles à maintenir leur équilibre cosmique? C'est une simple illusion orbitale. Rappelez-vous, PN7, comme les autres quasi-lunes, ne tourne pas réellement autour de la Terre. Pour nous, il semble dessiner de paresseuses boucles le long de la trajectoire terrestre, comme des gribouillis dans l'espace. Pourtant, il ne prend jamais trop de retard ni ne s'éloigne trop. Les astronomes parlent de résonance 1 à 1. En clair, il effectue un tour autour du Soleil, chaque fois que la Terre en fait un. Autre question intéressante. Si ces quasi-lunes sont si proches de la Terre, pourquoi notre gravité ne les attire-t-elle pas? D'autant qu'elles sont petites et paraissent d'un proche. C'est qu'elles ne le sont pas réellement, quoiqu'elles appartiennent au groupe des objets géocroiseurs. Notre Lune se trouve à environ 384 000 km,
tandis que ses compagnons circulent autour du Soleil à des millions de kilomètres, bien au-delà de l'influence gravitationnelle terrestre. Cette attraction se manifeste dans une zone appelée la sphère de Hill, où la gravité de la Terre domine celle du Soleil. Imaginez-la comme une bulle d'un rayon d'environ 1 600 000 km. Tout objet à l'intérieur peut être capturé comme notre Lune. Dès que l'objet sort de cette bulle, le Soleil reprend ses droits. C'est exactement ce qui est arrivé à PT5, qui a été notre satellite légitime pendant 2 mois en 2024. En entrant dans la sphère de Hill, il a été temporairement capturé par la gravité terrestre et est ainsi devenu une mini-lune. Mais, étant de petite taille et se déplaçant rapidement, il a finalement glissé hors de cette bulle, et la gravité solaire l'a de nouveau emporté. Un autre type de coorbiteur, en dehors des quasi-lunes et des mini-lunes, est celui que l'on appelle les orbiteurs en fer à cheval. Ces roches spatiales ne s'éloignent pas beaucoup, mais depuis la Terre, elles semblent nous dépasser, ralentir, puis glisser derrière nous, avant de répéter le mouvement. C'est un peu comme une voiture de police banalisée vous suivant dans la circulation, changeant constamment de voie et revenant en arrière pour que vous ne la remarquiez pas. Suivez leur trajectoire depuis la Terre, et elles dessinent au fil du temps une grande forme de fer à cheval, d'où leur nom. Et ce ne sont là que les principaux co-orbiteurs. Il en existe en réalité beaucoup d'autres. Bien devant nous et bien derrière nous dans l'espace, certaines roches particulières, appelées astéroïdes troyens, occupent 2 positions spécifiques, une à 60 degrés devant la Terre, l'autre à 60 degrés derrière. Imaginez faire du vélo avec un ami bien en avance et un autre bien en retard, tous deux maintenant la même vitesse que vous. C'est exactement le comportement des Troyens. Ces zones, appelées points de Lagrange, sont des régions stables où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se compensent parfaitement. Lorsqu'un objet s'y trouve, il peut y rester des millions d'années sans dériver. Jupiter possède des milliers de ses compagnons, tandis que la Terre n'en a que quelques-uns. Il existe ensuite les objets à orbite en forme de tétard, qui ne restent pas parfaitement immobiles dans un point de Lagrange, mais oscillent autour dans de larges boucles semblables à des haricots. Et si cela ne suffit pas à vous déconcerter, il existe aussi les Troyens sauteurs, les indécis. Ces corps célestes ne peuvent pas y choisir un camp. Ils restent quelques milliers d'années dans le hamac avant, puis dérivent lentement vers celui derrière nous, et inversement. Rare, étrange et fascinant. Ainsi, même si la Terre n'a qu'une seule grande lune dans le ciel, elle possède en réalité un groupe de compagnons spatiaux discrets. Certains décrivent des boucles, d'autres suivent, d'autres se cachent dans les recoins. Revenons maintenant au super pouvoir de notre lune. Elle influence les marées, ralentit la rotation de la Terre et contribue à stabiliser l'inclinaison de notre planète. Sans elle, nos jours seraient plus courts, nos nuits plus sombres et les saisons bien plus chaotiques. La Lune joue aussi le rôle d'un immense bouclier, absorbant ou déviant certaines roches spatiales qui pourraient autrement heurter la Terre. Sans oublier son influence culturelle. Elle a inspiré mythes, calendriers, chansons d'amour et des millions de promenades mélancoliques sous la nuit étoilée. Les quasi-lunes ne peuvent y rivaliser. Mais elles restent importantes, à leur manière. Chaque quasi-lune nouvellement découverte nous aide à comprendre comment ces petits corps survivent dans tout ce chaos cosmique. En étudiant leur environnement, nous apprenons également sur nous-mêmes. Ils affinent notre capacité de détection et permettent d'améliorer nos modèles. Ainsi, bien qu'ils n'illuminent jamais le ciel nocturne, ils jouent néanmoins un rôle discret mais précieux dans la compréhension de notre singulier voisinage cosmique. Des décennies se sont écoulées depuis le dernier alunissage habité. La mission Apollo 17, conduite en décembre 1972. Ne serait-il pas temps d'envisager de retourner sur notre satellite poussiéreux? Et peut-être même d'y rester? La NASA a bien fait quelques promesses à ce sujet. Elle se prépare à envoyer de nouveau des astronautes sur la Lune, peut-être d'ici 25 ans. Tout cela se fera dans le cadre d'un programme répondant au nom d'Artemis, et la première femme à se rendre sur la surface lunaire en fera partie. Tu te demandes peut-être pourquoi nous ne sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps? Un ancien administrateur de la NASA a dit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Ce n'est pas en raison de problèmes scientifiques ou techniques. Le souci était que les projets potentiels auraient pris trop de temps et se seraient tout simplement avérés trop coûteux. Vois-tu,
Les voyages dans l'espace, surtout lorsqu'ils impliquent des êtres humains, ne sont pas de tout repos. Il est vrai que ces dernières années, la NASA a disposé de budgets de plusieurs milliards de dollars. Cela semble amplement suffisant, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas si l'on consulte la liste des tâches qu'elle se propose d'accomplir. En effet, tout doit être envisagé. Des télescopes aux projets de fusées géantes, en passant par des missions visant également le Soleil, Jupiter, Mars et bien au-delà. En d'autres termes, la NASA doit faire preuve d'une grande maîtrise budgétaire pour atteindre tous ses objectifs. Mais il n'y a pas que les finances qui posent problème. La Lune elle-même est assez problématique. Elle présente de réels dangers qu'il ne faut évidemment pas prendre à la légère. Tout d'abord, sa surface est constellée de cratères et de rochers sur lesquels il n'est pas facile d'atterrir. Ensuite, il y a la poussière lunaire, ou régolithe, si tu préfères l'appeler par son nom scientifique. Elle a été créée au fil des ans par l'impact de météorites. Elle est extrêmement dure et s'accroche à tout. Elle peut potentiellement endommager les combinaisons spatiales, les véhicules et leurs systèmes assez rapidement. Par ailleurs, la gestion de l'habitat lunaire n'est pas non plus une sinécure. La Lune n'a quasiment pas d'atmosphère protectrice. Cela signifie que pendant 14 jours d'affilée, la surface lunaire est exposée aux rayons du Soleil. Cette période est suivie de 2 semaines d'obscurité totale. Tous ces changements entraînent des températures extrêmes auxquelles nous, les humains, ne sommes pas vraiment habitués. Il existe des solutions, ne t'inquiète pas. La NASA travaille sur des combinaisons spatiales et des véhicules résistants à la poussière et au Soleil. Elle développe même un système qui pourrait fournir de l'électricité pendant ces nuits lunaires. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que ce système pourrait également s'avérer utile sur Mars, une fois que nous nous y serons posés. La NASA a également besoin d'attirer des personnes très intelligentes en vue de ses projets. Considère ceci. La moyenne d'âge des personnes travaillant au contrôle de la mission Apollo 13 était de 26 ans seulement. De plus, ces gens avaient déjà participé à de nombreuses missions à l'époque. Cela signifie qu'ils avaient acquis une expérience considérable dès leur plus jeune âge. Mais c'est là que d'autres personnes peuvent aussi apporter leur contribution. Ces dernières années, la NASA n'a pas été la seule à travailler sans relâche afin de révolutionner les voyages dans l'espace. Une poignée de milliardaires dispose de ressources suffisantes pour contribuer à ces efforts, et certains développent de nouveaux types de fusées capables d'atterrir sur la Lune. Au total, la NASA a fait atterrir 12 personnes sur notre satellite. Il s'agit certainement de l'un des moments les plus importants de son histoire, si ce n'est le plus important. Et ces astronautes ont accompli des choses étonnantes là-haut. Ils ont ramené des pierres, pris des photos, procédé à des expériences scientifiques et même laissé des drapeaux derrière eux. Ce sont là des moments clés des différentes missions Apollo. Mais celles-ci n'avaient pas pour but de créer un habitat sûr pour les humains sur la Lune. Les scientifiques réfléchissent depuis longtemps à l'idée d'une station spatiale lunaire. C'est tout à fait logique. Après tout, il ne s'agit que d'un voyage de 3 jours depuis la Terre. Cela signifie que nous pouvons, techniquement, nous permettre de faire quelques petites erreurs ici et là, sans mettre en péril l'ensemble du projet. De plus, nous pourrions en apprendre beaucoup avant de nous aventurer encore plus loin dans l'espace. Une base lunaire pourrait nous fournir du carburant pour les missions dans l'espace lointain. Nous pourrions aussi y construire des télescopes et les propulser plus facilement dans l'espace. Cette base pourrait aussi nous aider dans un autre projet d'ampleur, trouver le moyen de rendre Mars habitable. Sans oublier qu'une station spatiale lunaire nous aiderait à en apprendre davantage sur l'origine de la Lune. Qui sait, tout cela pourrait même rapporter de l'argent, grâce à tout le tourisme lunaire engendré. En tout état de cause, le programme lunaire Apollo a demandé beaucoup de travail. Pour commencer, regardons le seul nombre des personnes impliquées. Environ 400 000, venus de tous les coins des États-Unis. Tout ne s'est pas parfaitement déroulé. Loin s'en faut. Au moins 2 incidents catastrophiques se sont produits. Tout d'abord, un incendie s'est déclaré sur la rampe de lancement d'Apollo 1. Ensuite, un réservoir d'oxygène a décidé de faire des siennes à bord d'Apollo 13, causant de graves problèmes en cours de mission. Une partie importante du processus reposait sur le projet Saturn V. C'est à ce jour la fusée la plus puissante à avoir décollé avec succès, avec une hauteur équivalente à 36 étages. Tu as du mal à envisager la chose? Cette fusée était 2 fois plus haute que les chutes du Niagara. Grâce à Saturn V,
la NASA a mené à bien 13 missions. Elle a notamment conduit 24 astronautes vers la Lune, la moitié d'entre eux ayant même fait un petit tour à sa surface. Les fusées et les navettes spatiales actuelles sont pour la plupart incapables de dépasser l'orbite terrestre basse. En termes plus simples, elles ne peuvent pas atteindre la Lune avec à leur bord toute la machinerie dont les astronautes ont besoin pour prospérer. Les engins spatiaux actuels ne sont tout simplement pas capables de transporter une telle charge, du moins pas depuis les missions Apollo. Quoi qu'il en soit, nous avons accompli de nombreux progrès sur Terre et nous serons prêts à envoyer de nouveau des astronautes sur notre satellite d'ici peu. C'est là que le projet Artemis entre en jeu. Il s'agit d'un programme supervisé par la NASA. Et pour s'assurer que tout se passe bien, celle-ci a déjà affrété la mission Orion. Un vaisseau spatial sans équipage, censé se mettre en orbite autour de la Lune puis revenir sur Terre. Tu peux voir cela comme un essai entièrement automatisé. Avant d'envoyer à nouveau des gens dans l'espace, il fallait bien nous assurer que tous les dispositifs fonctionnaient correctement. Et un jour, Orion sera le véhicule qui emmènera à nouveau des astronautes sur la Lune. Il est équipé d'un système d'interruption de lancement pour assurer la sécurité des astronautes en cas d'incident lors du décollage. Il est également équipé d'un module de service, qui se trouve être la centrale électrique, qui alimente et propulse Orion et maintient les astronautes en vie en leur fournissant de l'eau, de l'oxygène, de l'électricité et en contrôlant la température ambiante. Tous ces projets futurs nous amènent à nous interroger. À quoi ressemblera la vie sur la Lune ? Pour l'instant, nous ne pouvons que faire appel à notre imagination. Certains prétendent que nous vivrons dans des habitats tout droit sortis d'un conte de fées. Des maisonnettes semblables à des trous de hobbits bien douillets. Vivre sous terre sur la Lune pourrait s'avérer une nécessité en raison des températures extrêmes et du manque d'oxygène. Si l'on ajoute à cela la menace des météorites et les radiations incessantes, il n'est guère étonnant que nous ne puissions pas toujours nous aventurer à la surface. Qu'en est-il du transport ? Des entreprises, grandes ou petites, tentent de créer le moyen de transport idéal sur la Lune. Si les projections actuelles se confirment, un type de taxi lunaire devrait être capable de décoller dans les 24 heures. Contrairement à nos fusées actuelles, ces taxis de l'espace n'auront pas à faire face aux conditions difficiles de la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Il leur sera donc plus facile d'effectuer de multiples allers ou retours. Pour rendre notre vie lunaire possible, nous devrons disposer d'une zone spéciale permettant aux taxis spatiaux de décoller et d'atterrir en toute sécurité. Il s'agirait d'une aire d'alunissage définie sur une surface ferme et plane et protégée par de hauts murs contre la poussière lunaire. Se déplacer sur la surface de la Lune sera également plus facile. Les véhicules de nouvelle génération dont nous parlons disposeront de leur propre environnement contrôlé. Ce qui signifie que tu n'auras pas besoin de combinaison spatiale à l'intérieur. S'il te prend l'envie de sortir un peu de ton véhicule spatial, il te faudra bien sûr enfiler ta combinaison. D'accord, nous avons trouvé notre maison et notre voiture. Mais qu'en est-il du carburant ? C'est là que la Lune nous donne un petit coup de pouce. La gravité lunaire plus faible signifie que nous n'avons pas besoin d'autant d'énergie pour échapper à son attraction. De plus, la Lune recèle de la glace, ce qui est extrêmement pratique, car nous pourrions être en mesure de convertir cette glace en carburant pour nos fusées. Nous aurons besoin d'engins spatiaux spécifiques pour nous aider à extraire cette glace. L'un de ces outils est baptisé Trident. Il s'agit d'une sorte de foreuse, parfaite pour creuser la surface glacée de la Lune. D'autres robots aideront à transformer cette glace en carburant et à l'acheminer vers une station-service spatiale. Si cela fonctionne, les fusées en route pour Mars pourraient s'y arrêter afin de faire le plein de carburant avant de poursuivre leur voyage.